tu réatterris jamais vraiment d'un tel pèlerinage. Pour dire les choses très concrètes, je porte encore très souvent mes chaussures de marche et je dors toujours dans mon duvet. Transmettre des lettres ou des messages au cas où je meurs sur la route, enfin voilà, ça allait assez loin parce qu'en fait, si jamais ça arrive, bah en fait, au moins, j'aurai un dernier coup à jouer. Hello les amis, bienvenue pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai la chance, le bonheur immense d'accueillir Alexis. Alexis alias un marcheur lambda sur Instagram. C'est un grand malade, un grand fou qui s'est lancé le défi l'année dernière de réaliser pendant un an le chemin qui va de Tours à Jérusalem. Il se définit comme un pèlerin et on va parler aujourd'hui de cette grande aventure qu'il a vécue et surtout de la démarche de pèlerinage. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un pèlerin? Et surtout, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut avoir au moins une fois dans sa vie une démarche de pèlerinage. Voilà les amis, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, de la commenter, de diffuser autour de vous mon travail, ça m'aide énormément. Et puis si vous souhaitez me soutenir financièrement, n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description qui vous mène vers une campagne de dons défiscalisables sur Helloasso. Je vous remercie, place à l'entretien. Salut Alexis. Salut Henri. Tu vas bien? Ça va et toi? Ravi de te recevoir ici sur ce plateau pour cet entretien. Je t'ai découvert sur les réseaux sociaux Ok. à travers ta démarche donc de pèlerinage. Tu as fait un grand pèlerinage donc de Tours jusqu'à Jérusalem. C'est 7000 km à pied? Ouais, c'est 6900, 6900, mais bon, on presque peut 7000. quasiment dire 7000. Oui, ok. Mais 6900 km, En un combien de an temps? pur de marche, Un an pur, waouh. et puis après 2 mois à peu près passés en Terre Sainte. Ok. Et donc c'est de ça qu'on va parler Et aujourd'hui. bah avec grand plaisir, ouais. On va parler de ta démarche. Et alors je t'ai connu donc sur les réseaux sociaux et ton pseudo sur les réseaux sociaux, c'est un marcheur lambda. Mmh. Alors, tu ne vas pas y couper à cette question-là que tout le monde doit te poser, mais pourquoi ce choix de pseudo? Parce que, je cherchais un nom accrocheur, Ouais, quand, si tu veux, quand j'ai préparé le pèlerinage, la dimension du partage, de la transmission, de pouvoir emmener les gens avec moi sur la route était vraiment important. Donc du coup, il y avait forcément un marcheur parce qu'il y avait cette démarche d'aller marcher jusque Jérusalem ok. et après lambda, alors peut-être pour plusieurs raisons, la première c'est que j'estime pas être quelqu'un, d'hors norme. Ouais. Et que en fait, toute personne qui a l'envie et l'élan peut partir marcher, sur un chemin de pèlerinage et marcher jusque Jérusalem. Et puis en fait, ça rejoint c'est bien aussi de faire partie un peu des anonymes et le pèlerin aussi fait Oui. partie de la longue corde de la communion des saints. Donc en Oui. fait, il y a cette dimension aussi là. Tu joues un peu l'anonyme parce que tu te lances sur les réseaux sociaux, tu te mets en scène, tu vis l'aventure, tout ça, tu Mmh. nous l'as fait suivre pendant un an. Donc tu n'es plus vraiment anonyme. Oui, je suis plus vraiment anonyme. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça a eu un engouement assez, fou sur les réseaux sociaux. Tu t'y attendais ou pas d'ailleurs? Je m'y attendais un peu, mais pas autant. Ok. Là, on doit être à 43 000 abonnés. Oui. Alors, je parle que d'Instagram parce que TikTok a beaucoup moins fonctionné, mais le plus palpitant, ça va être Instagram, où il y a le plus gros succès, on va dire. Oui. Et en fait, ça reste une sorte de nébuleuse. Alors toi, je sais pas, je sais que tu as aussi beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Oui. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu dans un truc en me disant, bah ouais, c'est cool, 43 000. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et en fait, je touche beaucoup plus du doigt ça depuis que je suis rentré en France. C'est 43 000 personnes qui apprécient ta démarche, qui peut-être s'identifient à toi ou que tu fais rêver. Bien Tu vois? sûr, ouais, 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 c'est clair. Et après, sur ces 43 000, il y a ceux qui se sont abonnés mais qui ne suivent pas forcément. Il y a un différentiel avec ceux qui commentent, ceux qui likent, etc. Donc en fait, il y a déjà ces choses différentes. Mais ce qui donne vraiment la couleur aux personnes qui ont suivi, c'est quand en fait, j'ai accompagné un pèlerinage à Lourdes en rentrant. Bah, j'ai rencontré des gens à Lourdes qui m'ont dit, bah, on t'a suivi, etc. Et là, ça vient concrétiser. Et du coup, ce côté un peu flou de cette masse informe, bah, en fait, prend les traits du visage d'un tel, de tel jeune, de telle mère de Ouais. famille, etc. Et c'est où tu te dis: «C'est ouf». Ouais, C'est ouais. ouf, C'est là où tu te ouais. dis, en fait, j'ai vraiment réussi à Ouais. toucher des gens et en fait, ça se concrétise parce qu'on en parle face à face, pas juste avec un système de like ou parce qu'il y a un nombre d'abonnés Mmh. sur Instagram. Mmh. Alors donc on va parler de ton pèlerinage, on va parler Ouais. surtout de l'origine de ton pèlerinage, mais Mhm. avant toute chose, je vois que tu as un béret sur la tête Ouais. et je sais que dans tes vidéos, tu portes souvent ce béret, c'est un peu Mhm. ton identité, c'est quoi? C'est un peu mon identité. En fait, moi, c'était mon béret scout. Ah génial! Alors pas d'uniforme parce que, j'étais, scout d'Europe mais, pas alpin. OK. Mais mon premier camp en tant que chef de troupe, on l'a fait en Auvergne. C'était un camp jumelé avec, Romain qui est un très bon ami
Et le thème, c'était la résistance. Et du coup, il fallait qu'on trouve un uniforme un peu pour la tenue de grand jeu. Et on s'est basé notamment sur les photos des résistants qu'il y a eu en France et dans les montagnes. Et ils portaient cette C'est grand, tarte-là. ouais. Et du coup, après, moi, je l'ai gardé accessoire ou comme couvre-chef pour tous les raids qu'on a pu faire, parce qu'en fait, c'est un truc que tu peux glisser, que tu peux mouiller, et cetera. C'est beaucoup moins contraignant qu'un 4 boss, par C'est exemple. confortable ou pas? Ouais, franchement, c'est Ouais. confortable. Alors parfois, quand il pleut, tu te retrouves à avoir des parce que les Le trucs truc de cousus à qui l'intérieur, tu as les trucs rouges qui te coulent un peu sur le coin du visage et cetera. Tu OK. l'éponges et tout. Mais en fait, qu'il fasse, froid, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, en fait, bah, ça convient parfaitement. OK. Et je voulais un truc, visuellement identifiable aussi, Ouais. C'est pour vrai que que ça même les marque, gens quoi. qui me Ouais. suivent un peu et qui me voient, en fait, disent: «Ah bah, c'est, Alexis, c'est le marcheur lambda, viens, on va aller lui Ouais, parler». aujourd'hui, on t'identifie, béret, tarte, et grosse barbe, quoi. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. C'est vraiment c'est l'image d'Épinal du pèlerin, quoi. Ouais, exactement. C'est génial. Et ça fait combien de temps que tu es rentré là? Je suis rentré le 12 mars. Ah oui, donc c'est assez récent. C'est assez récent, Tu as réatterri ou tu es encore un peu, en fait, je pense que, tu réatterris jamais vraiment, d'un tel pèlerinage et même d'une grande aventure comme ça, mais particulièrement pèlerinage parce qu'il y a des changements qui s'opèrent vraiment en interne, et donc du coup, tu as toujours un côté un peu parallèle à la vie civile, au monde réel et cetera. Il y a eu cette fin de parenthèse du pèlerinage, il faut revenir dans la vie concrète. Donc par exemple, j'ai repris le travail assez rapidement après être rentré et ça fait partie des ancrages qui participent à justement à te remettre dans le bain et qui sont très appréciables parce que ça te raccroche aussi avec le monde réel, avec la réalité. J'ai besoin d'un temps de digestion encore et qui va, encore durer. Alors après, à quelle temporalité, je ne sais pas. ouais, Mais, il y a besoin de digérer, il y a besoin de prendre du recul, il y a ouais, besoin j'imagine, oui, de faire fleurir les graines glanées sur le chemin, oui, ouais. que ce Je soit par la je réflexion personnelle, par l'écriture du livre, là, sur Jérusalem que je suis en train d'opérer en ce moment et puis avec les discussions aussi. moi, je vois très bien ce que tu veux dire par là. J'ai vu la même chose. Moi, je pense qu'il m'a fallu vraiment, 4-5 mois pour OK. complètement réatterrir et retrouver le rythme de la vie sédentaire, Ouais. tu vois? Parce qu'en fait, pour toi, pendant 1 an, tu as été itinérant, Mmh. tu n'as pas eu, ta chambre, Ouais. tu n'as pas eu ton intimité régulièrement, tu étais accueilli, j'imagine, aussi chez les gens, donc toujours en train de t'adapter aux autres Mmh. et en fait, au bout d'un moment, il faut te réadapter à toi, Ouais, tu exactement. vois? Tu vois ce que je veux dire? Et toi, à mon avis, tu es en plein dedans. Ouais, surtout, pour dire les choses très concrètes, je porte encore très souvent mes chaussures de marche et je dors toujours dans mon duvet. Ah ouais? Ouais, toujours. Donc vraiment C'est ça même pas colle, la même ça pas la colle. bonne couette, tu veux pas retrouver la bonne Non, couette? non, le duvet, ça me va. Je suis pas sur le sol, hein, je suis sur, un matelas, mais, Quand c'est même. vrai que je suis toujours dans mon duvet, ouais. Ah, c'est rigolo ça. OK. Alors pour revenir à l'origine de ta démarche, donc déjà tu es parti de Tours. Oui, Pourquoi de Tours et pas d'ailleurs? alors alors une raison assez pratique, c'est-à-dire que moi j'ai passé, 10 ans sur Paris. Juste avant le covid, en fait, j'ai quitté Paris, je suis venu, sur Tours pour travailler avec mon beau-frère en charpente et en fait, je suis parti de chez moi. OK, Donc, je suis parti de Tours, alors de Noisy exactement, qui est un patelin qui a une quinzaine de kilomètres de Tours. Mais de fait, en partant de Noisy, je suis passé par Tours, OK, notamment pour passer à la basilique, pour aller prier sur les ouais. reliques de Saint-Martin Et la cathédrale? et la cathédrale. Donc il y avait ça et puis en fait, moi, Compostelle, j'étais parti de Tours aussi. OK. Donc c'est ton ancrage familial qui est à Tours? Non, c'est pas mon ancrage familial, c'est mon ancrage, de vie actuelle. Parce OK, que moi, j'ai grandi en région parisienne. OK. Donc en fait, Tours, j'y suis, depuis 2019. Je sais plus si c'est toi qui dis ça ou si c'est quelqu'un qui le dit toi, il me semble que c'est toi qui le dis dans ton entretien que tu as fait un petit peu post, Mmh. où tu reviens sur ton périple avec ton ami sur YouTube. Oui, Ton ami avec, comment il s'appelle? Tristan. Avec Tristan, c'est celui qui a fait le backup de toutes tes vidéos, tout ça? Ouais, en fait, OK. il a été hyper précieux, Tristan, parce que moi, j'aurais pu, de fait, monter les vidéos sur la route. Oui, Notamment, il y a un gars qui était concomitamment, à mon pèlerinage, il faisait Paris-Fuji en vélo ouais, et tous les jours, il publiait une vidéo et je pense que c'est lui qui montait tout le truc. Alors, ça prend un temps fou. c'était une voix off et que c'était que des images. Donc il y avait pas ce côté de débriefing face cam où parfois j'ai recommencé 20 fois parce que déjà, il faut bien articuler la phrase, d'accroche dans Oui, la langue du pays oui, et puis ensuite, il faut que ça dure 1 minute 30. Donc faut pas s'étaler, il faut aller à l'essentiel et cetera. Donc j'aurais pu prendre le temps de monter les vidéos, mais en fait, ça prend trop de temps, oui, ça te oui. coupe la possibilité de partager des moments avec les gens qui t'accueillent parce qu'en gros, si tu veux, sur pèlerinage, 40 du temps, j'étais accueilli par des gens. Donc en fait, tu peux pas dire: «Bah, ça va, vous m'accueillez»,
Mais en fait, moi, je vais aller monter mes petites vidéos de mon côté, etc. Mais donc, en fait, toi, tu as été accompagné à distance par Tristan. C'est ça. Alors, en fait, j'ai eu, Et, si tu veux, 2 accompagnements à distance. Il y a eu ok, Tristan qui a monté les vidéos, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait cet entretien, déjà pour poser pendant une demi-heure un peu les premières bases de ce bilan, et aussi pour avoir son ressenti, parce que lui n'est pas du tout catholique, pas du tout d'une famille chrétienne. Donc il y a plein de choses qu'il a appris aussi pendant le pèlerinage. Et parce au que toi, tu début, es catholique, ouais, pratiquant. catholique pratiquant, issu Ok, d'une famille catholique, ok, où il y a eu le scoutisme, l'aumônerie, enfin voilà, un groupe ok. de discernement vocationnel aussi pendant 2 ans dans le diocèse. Et donc, Donc, pour toi, dans ce pèlerinage, la dimension spirituelle est fondamentale. ah ouais, mais on y On revient, va y reparler, on on va y y reparler. reviendra, mais de fait, Oui, elle est fondamentale. ok, Et le deuxième accompagnement, c'est Karl, un ami qui était chargé. J'avais mis en place des procédures d'urgence au cas où il y ait des soucis. ok. Et il était en charge, je lui avais donné des consignes. Donc il était en charge de contacter des gens, de créer par exemple un groupe WhatsApp pour faire une cellule de crise avec la famille, etc. Ah oui, au cas où tu... ouais. De transmettre des lettres ou des messages au cas où je meurs sur la route. Enfin voilà, ça allait assez loin, mais il y avait ce Ah oui, tu backup avais aussi. vraiment tout anticipé. Alors ça, je l'ai vachement développé sur la route, mais j'avais cette idée aux prémices du pèlerinage de me dire il faudra que je les aboutisse. Parce qu'en fait, si jamais ça arrive, bah, en fait, au moins, bah, j'aurai un dernier coup à jouer. Oui, oui, ok. Ah oui, donc tu étais vraiment dans cette démarche d'abandon total, quoi. Ouais. Dans ta tête, c'était je pars en pèlerinage, je peux mourir. Vraiment Oui, comme au Moyen-Âge, quoi. ouais, exactement. Génial. Waouh. Alors oui, donc tu as moi cette expression qui m'a marqué, c'est tu dis c'est tout sauf une errance. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ça? Déjà, qu'est-ce que c'est pour toi une errance et du coup, en quoi ta démarche n'est pas une errance? Alors, pour moi, l'errance, c'est zigzaguer dans la vie sans savoir où on va. Ok. Aller un petit peu au pifomètre, petit bonheur, la Oui. chance. Il me semble que la phrase que tu me donnes, c'était en lien avec c'est pas le voyage qui compte, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Peut-être. Moi, j'ai vraiment retenu cette expression, tout sauf une errance, qui m'a marqué. Et du coup, dans le cadre d'un pèlerinage, en fait, moi, j'ancre beaucoup cette fin de phrase justement un peu dans la phrase à la Bent, c'est qu'on avait sur les phrases un peu toutes faites qu'il y avait sur les trousses ou les agendas, vraiment, où il y en a plein qui disent c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage, c'est l'itinéraire. Ok. Sauf qu'en fait, les 2 sont très importants parce qu'en fait, la manière dont tu as de parcourir une distance pour atteindre un but, en fait, tu vas vraiment vivre la destination parce qu'en fait, tu t'es préparé à la vivre pendant le trajet. Dans le cadre d'un pèlerinage, à Jérusalem, tu arrives au Saint-Sépulcre, tu arrives dans la ville sainte, sur les terres où a vécu le Christ. Il est bien évident que si, tu as été marcheur et non pas pèlerin pendant la route, ben, en fait, tu peux pas, pleinement profiter des fruits spirituels. Parce que tu pas vécu un petit peu ta douche, de préparation, toute cette phase de préparation qui t'amène vraiment à jouir des fruits spirituels que tu trouves sur place. Oui. Et en même temps, la destination, compte aussi parce qu'en fait, tu vas vers un but, tu pars pas à l'arrache, tu sais pas où tu vas, tu fais des zigzags, voilà. Donc en fait, un pèlerinage et ma démarche n'était pas une errance parce qu'il y avait à la fois ce rêve d'adolescent qui m'a poussé à me préparer à marcher Jérusalem et tous ces efforts et toutes ces joies et toutes ces bonheurs et parfois ces peines aussi, ces difficultés que j'ai rencontrées sur la route qui en fait m'ont permis d'arriver à Jérusalem. Ok. D'ailleurs, objectivement, Alexis, Ouais. qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour qu'un jour tu te dises, tiens, je vais marcher à pied de Tours jusqu'à Jérusalem? En fait, ce qui est intéressant, c'est que Ça vient d'où? c'est vraiment une histoire de passage de témoin, de flambeau. Moi, aujourd'hui, après avoir réalisé ce grand rêve, je suis de l'autre côté. Donc en fait, je suis là aussi et c'est pour ça qu'on c'est intéressant d'avoir cet entretien et que je veux écrire un livre et que je veux parler de ce pèlerinage, faire des conférences et cetera, pour dire aux gens, si vous avez un grand rêve qui a du sens, qui est cohérent, allez le réaliser parce qu'il va vous réaliser, vous allez vous épanouir dedans, vous allez grandir à travers cette réalisation. Mais toi, pour toi, ça veut dire que c'était un grand rêve. Ouais, c'est un grand rêve. Depuis quand? Bah, depuis justement, quand j'étais scout. C'est pour ça Ok. que je parle de ce passage de flambeau, c'est mon chef de troupe qui l'avait fait à vélo. Donc qui a mis cette petite graine dans ma tête et les années, ont avancé et puis, de plus en plus ça a pris une envergure et après avoir fait Compostelle, je me suis dit: «Bah, quel sera le prochain pèlerinage?» Bah, allez, Jérusalem et donc du coup, ça a été toute une préparation pendant 1 an et demi pour préparer les choses bien.
Je suis un peu perfectionniste, donc il a fallu vraiment que j'aille un peu dans le détail pour chaque aspect de la préparation, Ouais. mais qui ont été hyper bénéfiques parce qu'en fait, ça s'est quand même globalement très bien passé. J'ai toujours réussi à avoir des contacts. Enfin, et puis même, au niveau des réseaux sociaux, quand il y avait des gens qui disaient: «Bah, tu peux me venir voir à Chypre», donc je prenais la capture d'écran, je créais un dossier dans mon téléphone Chypre et puis en arrivant après, avant le passage de frontière, bah, je sollicitais toutes les personnes qui m'avaient contacté au préalable, Ah oui, en OK. leur disant: «Voilà, est-ce que vous avez des conseils?» et cetera et en fait, c'est toutes ces alors les gueules de rencontre ont vraiment été pendant le pèlerinage, mais tout cet amont, en fait, qui m'a permis aussi de pouvoir, dérouler la route poussiéreuse et les ornières, Mmh. incroyables de Jérusalem. Le démarrage de ça, de ce rêve-là, c'est une volonté d'aventure. Est-ce que tu te sens un peu aventurier dans l'âme? Ah oui, bon, moi, je me sens aventurier dans l'âme, Oui, et en fait, c'est là où c'est intéressant aussi, par exemple, tu vois, j'ai traversé les Alpes enneigées. oui. Du coup, j'étais le long des pistes de ski et cetera, À quel moment de l'année? c'était en mars. Ah oui, quand même. Mais du coup, normalement, Donc le oui, chemin de oui. Saint-Martin passait par le col du Petit Saint-Bernard et qui était pas alors tu y accèdes par la voie romaine, mais qui était, complètement enneigé, il y avait des risques d'avalanche. Donc j'ai dû, bifurquer par les pistes de ski, mais j'étais en raquettes et en fait, un objet comme les raquettes qui est maintenant un objet de loisir, que tu utilises dans une aventure pour que ça te serve pour, itinérer, pour arriver Ouais, à un but, ouais. en fait, ça redonne le sens premier à l'objet. Donc il y a ce côté d'aventure. Moi, j'ai voulu partir en hiver parce que je voulais avoir la neige, je voulais que ce soit dur. Ouais. J'ai pas il y a le côté de l'aventure aussi, à travers, bah, des plein de pays que je connaissais pas. Les Balkans, la Turquie, Chypre, tous ces pays-là, je connaissais pas et puis l'environnement de conflit aussi, parce que le 7 octobre est arrivé pendant ma préparation, mais je me suis pas dit: «J'arrête». Donc il y avait aussi ce désir d'aventure, de me projeter dans un inconnu Ouais, dont j'avais gratté la surface et je m'étais approprié aussi le chemin pendant toute la préparation. ça, c'est une question que je voulais vraiment te poser parce qu'en fait, j'ai des amis qui ont fait ce pèlerinage-là aussi en vélo. Ils ont D'accord. commencé un petit peu avant toi et de fait, non, non, en même temps que toi, en fait. Ils sont partis un peu plus tard aussi et donc ils ont fait, enfin, ils ont voulu en tout cas faire, Marseille-Jérusalem en vélo OK. et eux, avec la situation géopolitique, ils ont dû abandonner. Ils ont Ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Jérusalem. Ils se sont arrêtés en Turquie. Ils ont fait un tour de la Turquie et après ils sont rentrés. OK. Et moi, la question que je vais te poser, c'est à aucun moment tu t'y dis, parce qu'on vit quand même, enfin, il y a quand même, c'est quand même un pays en guerre Mmh. aujourd'hui, Israël contre l'Iran. Bon, alors ça s'est quand même accéléré récemment, ces 2 derniers mois. Donc Ouais. tu avais déjà terminé. Mais quand même, enfin, tu sais que tu traverses un pays en guerre. Tu sais que Israël, au niveau des passeports, ils sont extrêmement exigeants. Mmh. Si tu traverses certains pays en amont, tu pourras plus jamais rentrer Oui. dans Israël, etc. À aucun moment tu t'es dit, c'est trop la merde, je le fais pas. Non, je me suis jamais dit ça. Ok, Après, en fait, c'est un peu plus, complexe que ça. C'est-à-dire que je me suis dit, «De toute manière, je marche jusqu'à Chypre». ok, Enfin, oui, Turquie, puis je prendrai le bateau par Chypre. ouais, La ouais, Syrie, j'avais abandonné dans la préparation l'idée de traverser la Syrie ouais, et je m'étais dit: «Au moins, je vais arriver à Chypre, je peux au moins marcher jusqu'à Chypre et en fait, Chypre sera un observatoire pour voir ce qui est possible» ok, et du coup, quand je suis arrivé à Chypre, j'ai ressollicité tous les contacts que j'avais en Israël, en leur posant un peu la question, en recheckant ce que disait, le ministère des Affaires étrangères et en fait, mais ça s'est fait dans ma tête, c'était quand même: «Je vais aller jusqu'au bout». ok, Mais avec toujours le côté, peut-être plus pour les proches, de dire en fait, ouais. «Je vais arriver à Chypre et je verrai». Mais moi dans ma tête c'était, C'était «J'irai jusqu'au bout». j'irai jusqu'au bout, mais Après, c'est ouais, pas non plus, si ouais, vraiment ça avait été impossible et cetera, mais j'aurais été arrêté aux frontières, si vraiment c'était impossible. Mais si personne ne m'arrêtait, ouais, le fait ok, que je sois passé par la Turquie et la Jordanie, ça a mis un peu la puce, suspicieuse, aux ok, ouais, autorités israéliennes. ouais. Ouais, je me souviens être allé à Jérusalem en juin de l'année dernière. Mmh. On était le premier groupe de pèlerins occidentaux à venir après les attaques du 7 octobre. D'accord. Et je me souviens qu'effectivement, la douane israélienne était Mmh. extrêmement... Moi, ils m'ont gardé une journée entière à l'aéroport Charles de Gaulle. OK. Et ils m'ont fouillé dans tous les sens, ils m'ont fait rater cet avion. Donc je me souviens que c'était, même pour moi, c'était compliqué alors que je n'étais Ouais. pas dans une démarche comme toi. Je n'avais pas traversé des pays critiques avant. Ouais. Donc ouais, j'imagine que pour toi, ça n'a pas dû être évident. Et tu as sollicité les autorités françaises, tu les as prévenus pour En ça? fait, ça, j'ai été un peu déçu. Parce que dans ma préparation, je me suis dit: «Je vais bien faire les choses», donc du coup, sur le fil Ariane, j'avais référencé tout le truc en disant: «Je vais passer enfin, C'est je quoi le vais» fil d'Ariane? fil Ariane, c'est un Fil c'est Ariane? un c'est un c'est un c'est une partie du site du ministère des Affaires étrangères où en fait, tu vas dire: «Bah, voilà, je pars à un endroit, tant de temps, par tel moyen de locomotion» et du coup, tu es enregistré, donc s'il y a un problème,
Il Ok, t'envoie un mail ou il t'envoie un SMS si vraiment tu es proche du danger. ok, Le d'accord. seul truc que j'ai reçu du fil Ariane, c'était quand j'étais en Grèce, il y avait des incendies à Athènes, mais j'étais hyper loin d'Athènes. Donc en fait, c'est le seul truc où j'ai sollicité voilà, les autorités, Ok, je les ai prévenus. Après, quand j'étais en Serbie, je suis passé à Belgrade, je suis passé voir le consul ok, de France parce que j'avais pas de tampon d'entrée quand je suis arrivé en Serbie. ok, Et je savais que ça pourrait poser problème pour le passage au Kosovo. ok. De fait, ça a posé problème. Mais le consul m'a dit, enfin, on a discuté un peu, mais ils n'étaient pas très chauds pour que je continue. Ah oui, Mais après, il m'a envoyé un message parce qu'il s'est renseigné. Il m'a envoyé un message en disant alors, si vous passez la frontière, c'est mieux que vous ayez votre carte d'identité et pas un passeport. Je dis, bah, manque de peau, j'ai que mon passeport. Et puis, s'il vous arrête, vous dites la vérité. Bah, de toute façon, oui, je dirai la vérité. Mais c'est les seules fois où j'ai été confronté, où j'ai sollicité, si tu veux, les autorités françaises. ok. Ouais, donc tu es vraiment allé à l'aventure en mode de toute façon on verra bien ce qui arrive. Exactement. Ouais, ok. Ouais. Euh, on va, on va essayer d'expliquer maintenant la démarche de pèlerinage. Parce que ça Mhm. qui profondément m'intéresse chez toi, c'est qu'est-ce qui motive un gars. T'as quel âge? 37 ans. T'as 37 ans. T'avais un métier avant. Ouais. T'as une famille? Alors, pas au sens T'es pas marié? marié, enfant, Ok. etc. Non. Ok. Ouais, célibataire, sans enfant. Ok, donc 37 ans. T'avais une situation, un métier avant, Ouais. j'imagine plutôt agréable. Ouais, ouais. Ok. Bah là, Et, j'ai repris le travail que j'avais pris, que j'avais quitté en partant. ok, mais donc à quel moment un gars comme toi se dit, tiens, je vais faire un pèlerinage. Qu'est-ce que c'est pour toi un pèlerinage? Et pourquoi ce besoin de le faire? Alors, je vais répondre à ta deuxième question avant de répondre à la première. Ok. Pourquoi avoir l'envie de faire un Ouais. pèlerinage? Parce que ça a fait partie de mon éducation. Pèlerinage de Vézelay avec les Scouts d'Europe, pèlerinage de Chartres. Donc tu as toujours pèleriné dans ton Donc enfance? ça a toujours fait partie de mon environnement familial. Ok. J'ai pas été de ces familles où l'été on partait marcher une portion de Compostelle, mais pour autant j'ai plein de gens autour de moi qui ont marché Compostelle. Et puis en tant que catholique, en tant que catholique, on pèlerine, on part en pèlerinage, on part avec son sac. Donc j'ai fait beaucoup de pèlerinages, alors soit des pèlerinages où j'allais, notamment en 2000 à Rome, etc. Mais Hmm. ça a toujours fait partie. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Parce qu'en fait, il y a plein de bénéfices dans le pèlerinage, dans la marche, que tu as dû, je pense, Ouais. expérimenter. Mais c'est un levier, c'est un moment incroyable. Pour autant qu'on Oui, parte vraiment en pèlerinage. ouais, mais tu vois, il y a une différence entre faire des pèlerinages parce que les amis et la famille en fait, et du Mhm. coup je les suis, à se dire, maintenant c'est moi tout seul qui prends la décision tout seul d'aller marcher Ouais. 7000 km en une Bien fois. sûr, mais Tu vois, après, il y a une différence. je pense, dans mon cas personnel en tout cas, il y a d'abord une transmission familiale, une transmission d'environnement par les pères, par le scoutisme, par l'Église. Ok, Parce qu'en fait, il faut apprendre ce que c'est un pèlerinage au début quand tu es petit. En fait, c'est quelque chose de très étranger. Donc par l'exemple des autres, et parce que en fait, tu suis, parce que tu es mis dans un mouvement, tu pars faire un pèlerinage. Et après, c'est une autre chose de s'approprier, mais c'est un peu comme la foi. Tu reçois la foi de tes parents, et bien à un moment, tu t'appropries la foi, où tu décides, parce que tu n'as plus tes parents qui disent bah, à la messe, bah, tu y vas tout seul, enfin, tu as une vraie vie de foi, etc. Et après, en venant ici, je regardais les définitions du pèlerinage. Et en fait, c'est intéressant, la définition du tu Larousse. savais que j'allais te poser la question. Ouais, non, mais parce qu'on avait dit qu'on parlait du pèlerinage, et en fait, Ouais, c'est ouais. parce que c'est une vraie question. En préambule, sur Compostelle, je ne sais pas si tu l'as déjà marché, Compostelle, ou des portions, Bah, etc. j'ai marché des portions sur mon chemin des Quétains, oui, mais je n'ai jamais marché en entier. Mais en fait, tu as des gens qui soient rétorqués que ce pas des vrais pèlerins, donc tu as vraiment des absolus, mais tu as aussi pas mal de gens qui vont juste marcher, qui ne sont pas pèlerins dans l'absolu. Ouais. Et le chemin de Compostelle a vachement varié avec le temps. Il y a C'est-à-dire que- peut-être ouais. 30-40 ans, c'était une majorité de catholiques qui marchaient ou de chrétiens qui marchaient Compostelle. Là, maintenant, on est une minorité, et c'est plus des gens qui veulent rencontrer les autres, aller marcher, le défi sportif, Donc etc. en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le pèlerinage est une intention, n'est pas pèlerin n'importe qui. Oui, C'est pas parce qu'en fait tu pars marcher d'un point A à un point B que tu es pèlerin. exactement. Et Ok. même moi, dans mes journées, parfois, il y avait des journées où j'étais plus marcheur que pèlerin. Ah ouais, C'est-à-dire donc pour que toi, c'est une vraie disposition d'esprit en fait. exactement. En fait, à partir du moment où tu pars juste marcher d'un point A à un point B, c'est pas un pèlerinage, c'est une randonnée, c'est une marche. Par Ok. contre, si tu mets une intention chrétienne où tu pries, où tu n'es pas avec ta musique, mais tu es à l'écoute de Dieu à travers sa nature, tu te mets dans sa paume providentielle en te mettant à la merci des autres,
que tu as ton sac sur le dos, etc. Là, ça commence à prendre l'envergure d'un pèlerinage. C'est hyper intéressant. Tu as utilisé plein d'expressions que j'ai envie d'approfondir. La première remarque que j'ai envie de te faire, c'est que le pèlerinage n'est pas que chrétien. Oui, Il tout y a à des fait. pèlerinages au Japon, il y a des Ouais. pèlerinages dans le pèlerinage à la Mecque, chez les Mmh. musulmans, des pèlerinages hindous, des pèlerinages. En fait, ça rejoint la première définition qui est donnée par le Larousse, qui est un voyage entrepris par, des fidèles d'une religion vers un lieu, consacré. Ok. Donc il y a la dimension du voyage, de la marche Et la destination. et la destination. Ok. Où là, tu passes par le sac, tu passes par, la sueur, tu passes par l'effort, tu passes par les joies et par les peines. Après la deuxième définition du Larousse qui est intéressante parce que ça rejoint un pèlerinage comme à la Mecque, par exemple, ou un pèlerinage à Lourdes, où en fait on se rend sur un lieu, donc un fidèle qui se rend sur un lieu, lié à sa religion. Et la troisième, c'est, qui rejoint du coup ces marcheurs de Compostelle qui pour moi ne sont pas des pèlerins dans l'absolu. C'est en fait, un périple que tu entreprends pour aller sur un lieu où a vécu une personne, célèbre ou parce que tu as vécu, dans telle maison en Auvergne et donc tu retournes en pèlerinage sur la maison de ton enfance. Et en fait, les marcheurs de Compostelle, en fait, sont plus sur Compostelle parce qu'ils ont rencontré des gens qui sont allés sur Compostelle ou parce qu'ils ont vu le film The Road ou, Ouais, voilà. ouais. Et en fait, ils y vont parce qu'ils sont aspirés par quelque chose. Alors je pense quand même que pour ces gens-là, il y a une sorte de mystique de la route qui s'opère. Mais quand même, moi j'ai remarqué ça en discutant avec tous les pèlerins qui font Compostelle, Mmh. ils sont tous en recherche de quelque chose. Oui, mais ils se le disent pas. Ça Ils se le dépend, disent à un pas ou certain alors c'est la degré, à un thérapie, certain tu degré. vas Ouais, voir les ouais, gens et cetera et il y en a qui ouais. reviennent tous les ans. Ils vont aller remarcher sur Compostelle ou ils vont faire les différentes voies. Il y en a même qui vont le coudre sur leur sac comme une sorte de tableau de chasse ou comme une sorte Hmm. bah, pas de panneau, mais en tout cas, voilà, ils ont les stickers avec, le nombre de kilomètres et cetera et j'avais un peu du mal donc à comprendre pourquoi en fait, parce qu'une fois que tu as marché vers Compostelle, pourquoi en fait prendre 15 000 routes pour retourner sur Compostelle? Mais en fait, il y a des gens, en fait, c'est un peu leur thérapie, c'est un peu leur moment pour se couper du monde et pour revenir à l'essentiel qui est la rencontre. C'est génial. C'est génial. Moi, est-ce que tu serais d'accord pour dire que le pèlerin, c'est quelqu'un qui vient s'extraire du monde volontairement pour rentrer dans une temporalité un peu autre et qui du coup devient une espèce de témoin du monde. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas cette intention-là dans le pèlerinage? De devenir un Si, témoin un peu hors du temps parce que tu te places sur un autre plan. Tu vois, tu oui, sors complètement du quotidien. je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire tu t'extrais et d'ailleurs le fait que ça passe par le sac, que tu te dépouilles, que tu prennes l'essentiel, voire au début que tu partes avec un sac un peu fantasmé et que en fait, bah, tu arrives à l'essentiel parce qu'en fait, tu peux pas tout porter. Tu t'encombres pas. Voilà, on dit Ouais. souvent que le sac, c'est la somme de toutes les peurs, la peur de manquer et cetera. Déjà tu t'extrais, parce que tu prends la route, tu es itinérant, mais tu prends un mode un mode d'itinérance qui n'est pas du tout, dans l'air du temps. Tu reviens à la mesure de l'homme, tu t'extrais de la rapidité des automobiles et des moteurs rugissants même et en fait, tu passes dans la nature, tu réapprends à prendre le temps. Il y aurait un peu cette quête de partir à la recherche du temps perdu Ouais. et surtout d'être dans des dispositions alors c'est pour ça qu'en fait, sur Compostelle, tu rencontres plein de gens qui sont frustrés au bout d'une semaine, ils doivent repartir. Mais il y a un temps pour rentrer, dans la marche, dans le pèlerinage et pour en fait faire silence, avoir la route un peu comme une cellule et ton chemin comme un monastère, et en fait être à l'écoute de la providence de Dieu parce que dans la route, je trouve que l'action providentielle de Dieu est beaucoup plus claire. Elle s'exprime beaucoup plus parce qu'en fait, on est beaucoup plus dépendant, et je pense il y a ce côté de devoir rendre témoignage, ce devoir du pèlerin qui incombe au pèlerin, en rentrant justement de faire toucher du doigt peut-être aux autres par ses aventures, par ses anecdotes et par, sa vision, de prise de recul, de dire: «En fait, Dieu est présent dans ta vie». On dit souvent que voilà, on prie Dieu et qu'il nous répond. Soit il nous répond pas, soit il répond pas de la manière qu'on espérait. Mais en fait, la route cristallise tout ça et c'est comme si, la route permettait d'enlever un calque qui floute tout et du coup donner une vision beaucoup plus claire des choses. À un moment qui cristallise ça, tout ce qu'on vient de se dire. Je pense que un de ces moments-là, il y a eu mon passage au Mont Athos. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le mont Athos? Mont Athos qui est un lieu vraiment incroyable et j'encourage du coup, bah, tous les hommes à y aller parce que les femmes ne sont pas admises sur le Mont Athos. Le Mont Athos, c'est une péninsule grecque, qui contient 20 monastères orthodoxes, Ah oui, donc c'est gigantesque. et il y a 2000 moines.
Ah C'est un ouais. truc énorme. Alors après, il y a différentes configurations. Il va y avoir des monastères où il y a plusieurs centaines, voire à l'époque plusieurs milliers de moines. Il va y avoir des petits monastères avec deux trois moines qui sont missionnés pour restaurer un monastère un peu à l'abandon. Et après, tu vas avoir des ermites qui sont vraiment parfois sur des falaises, etc. On leur apporte leur nourriture sur un câble, etc. Donc vraiment complètement ermites par rapport aux autres qui vivent quand même en communauté. C'est donc enfin, c'est protégé constitutionnellement par la Grèce, sauf qu'il y a quand même des lois particulières qui s'y appliquent, notamment la loi de l'Abaton, qui va justement interdire l'accès aux femmes. Alors la loi de l'Abaton s'est assouplie avec le temps parce que fut un temps jadis, les femmes n'étaient pas admises, c'est toujours le cas, les enfants n'étaient pas admis et les glabres n'étaient pas admis. Les Pour glabres? ceux qui, quand tu es glabre, c'est que tu n'as pas de barbe. C'était pour éviter que tu aies des femmes qui se grisent en hommes pour Ah, rentrer dedans. ok. Après, il y a quand même eu quelques entorses. Il me semble qu'il y a des femmes qui étaient en voilier, etc., sur une course qui ont dû s'arrêter sur le mont Athos parce qu'il y avait une tempête. Mais tout ça tire ses origines apparemment de la Sainte Vierge qui, avec l'apôtre Saint Jean, se rendait sur Chypre. Une grosse tempête arrive, il se réfugie sur le mont Athos. Et la Vierge Marie est subjuguée par la beauté du lieu et demande du coup à Dieu de lui offrir ce jardin, ce lieu en cadeau. Et du coup, les orthodoxes appellent ça le jardin de la Vierge. Et du coup, les seules femelles autorisées, c'est les chattes, parce qu'en fait, elles vont chasser notamment en termes d'animal domestique, hein. Ah Elles vont oui. chasser les rats, etc. Ah Les ouais. poules, parce qu'elles vont donner, par le jaune des œufs, ça leur sert pour les icônes, parce qu'ils ne mangent pas de viande sur le Mont Athos. Et voilà. Donc en fait, donc c'est un lieu Et t'as très pas de particulier. vaches, même les animaux femelles, les autres Ouais, animaux femelles n'ont pas le droit d'être là. c'est ça. Et les animaux sauvages? Alors c'est pas considéré ça, Ah ok. ils peuvent pas faire la chasse et tout, C'est hyper mais rigolo en comme. termes Ok. d'animaux domestiques, voilà. Ok. Et donc du Incroyable. coup, moi j'avais lu à travers un récit de pèlerin qu'il y avait justement le Mont Athos. En plus, ça faisait un écho par rapport à Saint-Martin, parce que Mont Athos, c'est un peu, c'est pas le lieu des premiers monastères orthodoxes, mais c'est le lieu le plus sacré pour l'orthodoxie. Et c'est un lieu très palpitant au niveau de la vie monastique, très préservé. Et d'ailleurs, tous les monastères qui interdisent l'accès aux femmes sont un peu sur cette règle-là aussi de la bâtonne. Et ça faisait écho avec Saint-Martin qui a fondé les premiers monastères pour l'Occident, Et donc soit toi, quand. Ok. Ligugé ou Marmoutier, d'où je suis parti aussi. Et en fait, ça faisait un écho qui était très intéressant. Et en plus, Saint-Martin, dans sa jeunesse, quand il commence à être, quand il commence à rencontrer les chrétiens, parce qu'on est dans une époque sous l'Empire romain où les chrétiens ne sont plus persécutés et sont complètement intégrés. Alors c'est un peu voilà, il y a toujours un peu cette tension avec les polythéistes qui vont suivre les dieux familiaux et puis les chrétiens qui sont un peu vus comme des gens voilà, qu'on ne Hmm. respecte pas trop, etc. Mais quand même, ils sont dans l'armée, ils ont des postes, voilà. Et en fait, Saint-Martin a cette aspiration des pères du désert. Et il a envie au début voilà, d'être ermite quelque part, etc. Et puis en fait, les années passant, il affine et puis il aura la destinée qu'on lui connaît. Ok. Mais il y avait cet écho qui était très intéressant. Et donc toi, quand tu arrives là-bas, Incroyable. tu te sens à ce moment-là habité de quelque chose? Tu te sens, en fait, c'est très particulier le mont Athos. C'est-à-dire que le mont Athos, il faut que tu t'imagines vraiment une terre, pas aride, mais balayée par la chaleur, par les vents, etc. Donc un environnement qui est très rude, avec ces monastères qui parfois semblent pousser dans le prolongement de la rocaille des falaises. C'est très beau, très impressionnant, mais c'est vraiment ouais, un peu subjugant. Et du coup, tu as ce côté très ancré de cette roche, de ces monastères, de cette vie monastique qui n'a pas bougé depuis allez, peut-être des siècles. Et toi, tu tiens de cette démarche-là aussi, puisque tu es un Ouais, pèlerin, exactement. comme des générations avant Donc toi. tu arrives là-dedans, Oui. tu arrives par un ferry, etc. C'est toute une sorte, il y a toute une vie un peu qu'il faut découvrir. Et tu as quand même les flots tout autour avec ces ondes donc qui bougent. Au loin, souvent des tempêtes que tu vois au loin avec les éclairs, etc. Comme un lieu hyper serein, hyper préservé, loin du tumulte du monde. Et du coup, tu te sens sur une sorte de piédestal qui te rapproche de Dieu. Vraiment, il y a un truc très particulier. Chose en fait que tu peux ressentir quand tu fais une retraite dans un monastère à Faucombeau, à Randol ou quoi que ce soit. Mais là, c'est une petite société. Donc en fait, c'est très intense. C'est pas juste un monastère, c'est tout un environnement, une manière de vivre.
Et le mont Athos a été un des moments forts, très forts spirituellement. Très, très fort. Est-ce qu'il y a un autre moment sur ton chemin où tu t'es senti complètement déphasé? Est-ce qu'au contraire, donc là on parle du moment où tu t'es vraiment Mmh. senti vraiment pèlerin dans une continuité, machin, ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres moments peut-être plus difficiles où tu t'es senti complètement déphasé, plus dans le mood, plus dans la démarche, et où tu t'es dit, là quand même, À chaque soir qui a succédé à un passage aux frontières. ah ouais? Ouais. Pourquoi? Et ben, je sais pas trop, C'est mais c'est que ce c'est soit en Italie, que ce soit, en Serbie, dès que que tu bah, passes une à frontière, chaque tu passage de remets en frontière, question le à truc. chaque passage de frontière. Peut-être parce que en fait, tu poses le pied dans un nouvel inconnu, que tout ce que tu avais, réussi à capitaliser pendant la traversée du pays, en fait, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des contacts, c'est de nouveau une nouvelle énergie à mettre sur le bio de la table. Oui, Et du coup, à chaque fois, chaque soir, après un passage de frontière, un côté, je dirais pas déphasé, mais désœuvré. Donc, côté, bah, tu te balades, enfin, gérer un petit peu, avec de l'indécision, avec, vraiment un côté, comme une sorte de reboot, si ouais, tu il veux. faut que tu réactualises la Il faut que tu démarche, réactualises. ouais, par rapport au contexte, au nouveau contexte qui Un t'est nouveau donné, chapitre, parfois oui. une connaissance, enfin, une méconnaissance justement du monde dans lequel tu vas être projeté. Alors, c'était pas le cas pour l'Italie, mais par exemple, pour le Kosovo, pour la Serbie, qui sont des pays où les plaies sont encore purulentes par rapport à la guerre des Balkans. Bah, en fait, à chaque fois, c'est une tu te remets en jeu. Comme en fait, chaque jour sur la route, tu remets en jeu ton corps, bah, là, tu remets en jeu un peu ton esprit, il Mmh. faut que tu te réadaptes. Et du coup, c'est pas toujours Oui. simple. Physiquement, 7000 kilomètres d'un seul coup, ça dit quoi? Ça donne quoi? Comment tu le Ça vis donne physiquement? ça donne C'est une phase d'adaptation, mais c'est sûrement des choses que tu qui vont Ouais, rejoindre ton expérience ouais, ouais. du Moi Tour des je sais cathédrales, que moi mais j'ai marché 100 au départ pendant, 2 mois et demi presque. ouais, Au bout de 2 mois et demi, j'en pouvais plus, mon genou était mort, là, c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à faire du stop. Je me souviens OK, avoir été accueilli chez un prêtre moi j'étais hyper complexé par rapport au fait d'arrêter de marcher ouais, et de devoir faire du stop, machin, et cetera. Mais en fait, le prêtre, il m'a juste dit: «Mais en fait, Henri, c'est quoi ton but? Est-ce que ton but, c'est de marcher, absolument? Est-ce que tu dois absolument marcher? Ou est-ce que ton but, c'est d'abord donc ta destination et l'intention de ta démarche? mmh, Et donc dans ce cas, bah, adapte-toi et c'est pas grave», ouais, tu vois? l'ego, Est-ce que tu oui, l'ego. l'ego. Est-ce que tu as vécu ça aussi un peu? Oui, j'ai vécu ça, oui. Ouais, j'ai Tu t'es vécu vraiment ça. découragé, trop dur physiquement, Alors trop, non, ça, c'est pas arrivé. ça, Le trop dur la physiquement, c'est pas marche pour toi, arrivé. c'était, C'était tu pas eu de problème? si, si, j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu plein de Physique? problèmes. Au début, je suis parti avec un sac de 20 kilos. Beaucoup trop. Je parlais au début un peu avant dans l'entretien du sac fantasmé, mais j'étais parti avec plein de choses, et Ouais, cetera, ouais. alors que j'ai une expérience de Compostelle, j'ai une expérience de scout, et cetera. Enfin voilà, je sais faire un sac, et cetera, mais quand même, il y a eu Ouais. cette adhérence un petit peu à faire sauter. C'est au moins 5 kilos de trop. Au moins 5 kilos de trop, Ouais. et du coup, je me suis fait hyper mal à la cheville, et du Aïe. coup, j'ai dû m'arrêter une semaine, j'étais accueilli par des gens, c'était incroyable, on a fait des cataplasmes avec de l'argile verte, voilà. Mais je suis reparti en béquille. Ah Je ouais. suis reparti en béquille parce que, alors moi j'ai eu beaucoup de problèmes de genoux quand j'étais plus jeune, donc en fait, j'ai dû passer dans ma vie entière peut-être 1 an en béquille en totalité, sur Mmh. toutes les luxations que j'ai Je vois eues, que tu as une grosse cicatrice sur le ouais, genou, j'étais ouais. opéré, et cetera, Ouais. et je suis reparti parce que c'était une sorte de rééducation un peu brute, où il fallait garder la cheville dans une articulation, dans un mouvement. À trop rester, en fait, tu perds aussi, en muscles, là, et puis en fait, je suis reparti en béquille, donc j'étais à 10 kilomètres par jour, en faisant dérouler la béquille, donc j'arrivais chez les gens le soir, en disant: «Je vais à Jérusalem», ils disaient: «Bah, c'est bien. Toi, tu es arrivé? Tu as de Ouais, l'espoir, ouais?» calme-toi, Ouais, respire un c'est coup clair, là, c'est viens clair. viens Pète prendre un coup, tu vas ça va, tu voilà. viens boire un coup, ça va bien se passer. Donc il y a eu ça, il y a eu, parfois alors ça, c'est plus arrivé en Jordanie, et c'est des douleurs qui sont encore récurrentes aujourd'hui au niveau de la cheville, droite. Parfois, une sensation qu'elle gonfle, et cetera, et en fait, ça fait mal, mais ça finit par disparaître. Des douleurs au niveau du dos, mais sinon au niveau de la marche, non. Il y a des moments où j'avais parfois des hallucinations sur la route, parce qu'en fait, C'est la fatigue. il y a la fatigue, Ouais. il y a le soleil, et puis c'est quand tu marches, 40-45 kilomètres, Moi, j'avais ce genre d'hallucination aussi, j'ai l'impression que toutes les personnes que je croisais, je les connaissais. C'était ouais. que des visages familiers autour de moi. En fait, il n'y a plus d'individus inconnus. Mmh. Tu croises une dame, c'est ta mère.
C'est ta Ouais. tante. J'avais ce genre Et du coup, d'hallucination. C'est est-ce que trop bizarre. tu les interpellais quand même? Ou en fait, tu traçais quand même ta route en Ah disant, non, non, je conscientisais que c'était une hallucination. Mais t'hallucines, vraiment, t'es en mode, ouais. oh là, c'est bizarre, pourquoi je viens de le croiser lui alors qu'il est censé être à 2000 km de là, j'en sais. Je sais pas si tu as eu ce truc-là, apparemment ça existe, il faudrait que j'approfondisse le truc, mais apparemment c'est le phénomène du troisième homme. C'est qu'en fait, ou du deuxième homme, je sais plus. Moi, ça m'est arrivé sur la route, ça fait un peu partie de ces hallucinations, où je me voyais en fait devant, en train de marcher Ah non, ça m'est pas arrivé ça. et parfois je me disais, parce que j'étais à bout de force, je me disais, «Mais là en fait si j'abandonne en fait, je me voyais tomber comme une poupée de chiffon sur la route». Ah oui, tu te voyais de l'extérieur. Ouais. Ah oui, non, moi je suis pas allé jusque-là. Ah Et ouais, c'était t'as c'était dû. c'était vraiment bizarre. Ouais, C'était vraiment ouais. très bizarre, en me disant en fait Grosse fatigue quoi, ça tient c'est. pas à grand chose. Ouais. En fait, tout tient dans la détermination aussi et après dans le fait de s'écouter. Parce qu'en fait, bah, parfois, je suis resté à un endroit où je me suis arrêté plus tôt parce que, soit les gens, insistaient pour que je reste, notamment ça arrive beaucoup en Turquie, ou soit parce que je dis: «Bah, voilà, là on va s'arrêter», Moi, avec la marche au long cours, j'ai appris à être miséricordieux envers mon propre corps. ouais. Tu vois, parce que tu as ta volonté, tu as ton désir, tu as tout ça, mais en fait, ton cerveau, c'est super, mais derrière, tu Mmh. as toute la machine, quoi. Ouais, Et en fait, au bout d'un moment, la machine, elle te dit: «Henri, oh, oh, là, c'est plus possible». ouais. Et du Ouais, coup, c'est faire: clair. «OK, OK, d'accord, je m'écoute» et on Après arrête et parfois, moi ça m'est arrivé ça aussi. Après ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu marches. Notamment en Serbie, je m'étais dit que j'allais monter sur les crêtes pour essayer de trouver des ours et cetera et pour, me prendre un peu de hauteur, tu vois? tu es un grand taré. Donc en fait, même j'avais discuté avec une Serbe et cetera, hyper intéressante, une jeune, donc on avait pu discuter de la vie en Serbie, c'était, très enrichissant et je lui ai dit: «Bah, en fait, il y a des ours en Serbie, où est-ce qu'ils se mettent?» et cetera. Donc elle m'avait dit: «Bah, en fait, ils sont plus sur les hauteurs», donc bon, j'y étais allé en disant: «Si jamais j'en croise, très bien, si j'en croise pas, tant pis». Ouais. Et en fait, j'avais pris les crêtes et en fait, je savais qu'il y avait une rivière qui allait arriver et je m'étais dit, ça c'est un réflexe un peu scout, mais je me suis dit: «Je vais la traverser à la nage, la rivière». Et du coup, je suis arrivé vraiment par les crêtes, il y avait une forteresse en contrebas et cetera, mais c'était quasi de l'escalade, c'était même un peu dangereux avec le recul, même si je m'assurais et cetera, mais j'étais extrêmement fatigué, mais en fait, tu peux pas t'arrêter, sur la crête, quoi. Tu es obligé de descendre et cetera Ouais, et du coup, là, après la incroyable. traversée de la rivière, c'était trop bien. Alors, tu as apporté avec toi, quelques affaires que tu avais Oui, pendant ton pèlerinage. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement, nous dire un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert? bien sûr. Rapidement, on essaie de faire ça, Alors, ça, c'est bien si je monte par là, ouais. oui. Ça, c'est le laissez-passer pour le mont Athos. Génial. Ah oui, donc il faut une autorisation quand Il même. faut une autorisation. Donc tu OK. fais tu fais la demande à Thessalonique, et après tu viens récupérer ça au bureau des pèlerins qui est, sur le port de Ouranopoli qui justement est le point d'entrée pour le mont Athos. C'est un très beau document C'est un très beau et ils le font document. bien, hein. En Oui. fait, ça rejoint un peu l'idée de la crédentiale. OK. La crédentiale qui est le passeport du pèlerin, je vais te montrer Oui. juste après. Mais du coup, ça fait déjà un souvenir et puis c'est un ouais, c'est un beau souvenir du pèlerinage. Un truc qui mérite peut-être Ça d'être c encadré et Oui. cetera, Ah mais ouais, bah, ça, c'est une fois dans sa vie, non? non, Ce genre de document? tu peux retourner plusieurs fois au Mont Athos, Ouais, mais il faut avoir l'occasion d'y mais aller. il faut avoir l'occasion, ouais. Moi, j'ai rencontré des Grecs, tous les ans, ils allaient au Mont Athos, par exemple. OK, Ils se faisaient leur retraite et cetera. OK. Et après, Donc alors, les crédentials, les crédentials. Donc à la quoi ça ressemble? crédentiale, c'est le passeport du pèlerin. Donc, OK. alors ça prend ses origines notamment dans le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui permettait aux pèlerins, d'accéder aux hôtelleries, d'accéder à toutes les infrastructures qui bénéficiaient aux pèlerins pour pouvoir, arriver à bon terme. Et ça permettait justement, d'éviter qu'il y ait des faux pèlerins, qui rentrent dans les auberges et cetera, ou des coquillards qui étaient là juste pour dépouiller et pour tuer en fait les pèlerins, les dépouiller de leurs quelques effets personnels. Et donc du coup, aujourd'hui, la crédentiale, sur Compostelle notamment, te permet, en justifiant les 100 derniers kilomètres, d'obtenir la Compostella, qui est le OK. diplôme qui dit, voilà, que tu as Oui, marché, oui, oui, Compostelle. oui. Et donc du coup, c'est un système où tu vas, avoir des tampons, Ah en ouais, tu fait, un max de tampons là. à chaque étape. Moi, ça m'a Génial. servi quand je me suis fait arrêter au Kosovo, par exemple, pour justifier ma route en Serbie. Tu leur montres le truc et cetera. Et donc, bah, j'ai 4 crédentials du coup du Ça a une pèlerinage. vraie valeur, diplomatique, une crédentiale ou pas? Ça a au niveau de l'église, oui, OK, parce que même sur certaines crédentiales de Compostelle, il y a un mot du pape qui dit, voilà: «Accueillez ce pèlerin comme un représentant du Christ». OK. Il y a certains pays, il me semble qu'en Belgique, tu peux avoir au niveau de la justice, tu peux avoir des condamnés qui peuvent aller sur Compostelle
et qui du coup, je crois que c'est toujours dans la loi, ça peut être une sorte de chemin de rédemption, si tu veux. Ok, ah, c'est hyper Et intéressant. du coup, la crédentiale fait foi aussi des étapes que tu as parcourues, etc. Ok. Donc en fait, c'est à chaque lieu que tu traverses, un petit peu emblématique ou sacré, bam, tampon. Ouais, alors sachant que sur Compostelle, c'est très répandu. Oui. Moi, sur le chemin, assez peu répandu. Ok. Donc parfois, je demandais aux gens qui m'accueillaient juste de marquer un mot quand ils Ah, n'avaient génial. pas de tampon, etc. Parce que c'est ce qui donne aussi la valeur, c'est d'avoir un souvenir un peu palpitant du pèlerinage, de pouvoir, en la montrant aux autres, tu les immerges déjà quelque part. Oui. Et ça donne, moi, c'est quelque chose qui me fascine, la crédentiale. Ok. Après, je vois que tu as un Crédentiale. chapelet aussi. Ouais, alors Alors, forcément, chapelet, tu peux ça expliquer c'est. ce que c'est? Ouais, chapelet, c'était. Il y en a qui disent que c'est la. Il me semble que sur les réseaux, un homme catholique le dit. C'est la meilleure arme qu'on puisse avoir dans sa poche contre les attaques du démon. Ok, c'est ce qui te sert à prier, donc la prière du chapelet. C'est ce qui me sert à prier, que je priais tous les jours. En fait, sur la route, on parlait tout à l'heure le fait de structurer sa journée spirituellement. Moi, tous les jours, je disais un rosaire. Ok, donc c'est 3 chapelets. 4 chapelets. Par depuis l'ajout des mystères lumineux par Saint Jean-Paul II Ok, en 2005. Mais traditionnellement, tu avais les 3 séries de mystères qui sont toutes les mystères de la vie du Christ, ok. qui sont les mystères joyeux, enfance du Christ, mystère douloureux, passion du Christ, mystère glorieux, la suite d'après résurrection. Donc tu t'as beaucoup, beaucoup prié sur le J'ai chemin. beaucoup prié, alors les gens m'avaient confié des intentions de prière. Ok, Donc il y avait un chapelet qui était consacré aux intentions de prière qu'on m'avait donné. Il y avait un chapelet qui était pour la France, un autre pour l'Église et un autre pour des intentions particulier. particulières, Ok, familiales, etc. ok. Alors qu'est-ce que c'est cette médaille-là que tu as ici? Alors, la médaille de Jérusalem. La médaille de Jérusalem, qu'on peut demander auprès de la custodie en Terre Sainte. La Oui, custodie, c'est la présence franciscaine. En gros, si tu veux, Saint François d'Assise est allé jusqu'à Jérusalem. ok. Il a rencontré un sultan, etc. Ils ont parlé d'égal à égal, voilà. Ce qui fait que les franciscains ont une collaboration parfois avec les musulmans. En Turquie, par exemple, j'étais chez les franciscains à Istanbul et on a eu une soirée avec les derviches tourneurs dans l'église, vraiment. Et donc, du coup, la custodie, qui a vraiment tous les lieux de Terre Sainte. Ils sont à l'église de la Nativité, ils sont en Galilée, ils sont au Ok. Saint-Sépulcre. Donc les franciscains, c'est une vraie communauté religieuse implantée à Jérusalem Ouais. et qui tiennent un peu beaucoup de lieux sacrés. Oui, et puis même à Chypre, par exemple, là, c'est le patriarche actuel latin de Jérusalem, c'est le 10e. Et j'ai regardé le truc, je fais, mais 10 patriarches, en fait, ça ne remonte pas aux origines. Et en fait, j'en discutais avec le supérieur des franciscains, qui disait, oui, mais en fait, à un moment, la présence chrétienne a été supprimée de Jérusalem. Donc, en fait, d'abord, ils sont allés à Saint-Jean d'Acre, et puis après, ils sont allés à Chypre. Donc, en fait, à Chypre, ils sont aussi là-bas, les Ok. franciscains. Et donc c'est eux qui te remettent cette médaille. Et donc, du coup, quand tu arrives, tu peux soit demander le papier à Piedi, qui dit que tu as marché le chemin de Jérusalem, ou tu peux demander le certificat de la médaille. Et donc, il y a 3 médailles, il y en a une bronze, or et argent. Et du coup, moi, je tenais à l'avoir. Et donc, du coup, c'est une médaille qui a été créée par Léon XIII en 1903, il me semble, pour justement soutenir la custodie en Terre Sainte, parce que t'as pas besoin d'avoir marché jusque Jérusalem pour demander la médaille et demander ce certificat-là. Il faut être catholique, venir en pèlerinage et donner une somme justement pour soutenir l'œuvre chrétienne en Terre Sainte. Ok. Mais ça fait un beau souvenir et en fait, je pense que je vais finir par la coudre dans ma tarte. Parce qu'en fait, Ouais, il faut qu'elle vive, tu vois, donc ouais, qu'elle participe à d'autres aventures, mais pas qu'elle se retrouve dans un tiroir ou sous le ouais, bien cadre. sûr. Parce Ok. qu'en fait, ça n'aurait pas trop de sens. Génial. Et puis donc, dernière chose très rapidement, ce que tu as là-dedans, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ça rejoint la dimension du pèlerin, c'est-à-dire que ça, c'est une icône que j'ai achetée au Mont Athos. Et après, une fois que j'avais acheté, je la mettais à l'endroit où je dormais, je la sortais. Ok. Je la sortais, et c'est une icône alors de la Vierge 7 douleurs. Elle est splendide. Parce qu'en fait, je trouve que ça rejoint aussi la démarche du pèlerin qui va passer à travers des peines, mais à travers quelque chose qui le dépasse, comme la Sainte Vierge à travers cette douleur, c'est quelque chose qui l'a dépassé complètement, mais qui en fait, c'est un peu le témoin de la vie chrétienne, de l'itinéraire chrétien, pour passer de la Jérusalem terrestre à la Jérusalem céleste. Ok, très Donc bien. je l'avais à chaque fois, et puis Superbe. Ok. je la garderai pour mes prochaines aventures. Ok. J'ai encore 2 questions à te poser, cher Alexis.
La première, c'est maintenant que tu as terminé cette démarche qui t'a pris 1 an, tu as marché quand même 7000 km de tour jusqu'à Jérusalem, Mmh. tu as vécu des aventures, on n'a pas eu le temps de toutes les développer, mais j'imagine que tu as 50 milliards d'aventures à raconter, que tu vas raconter dans ton livre que tu es en train Oui, d'écrire. tout à fait. Tu as vécu des moments difficiles, des moments de joie, d'exaltation, des rencontres extraordinaires. Aujourd'hui, ça fait 3 mois, 4 mois que tu es rentré? Ouais, 4 mois, ouais. 4 mois que tu es rentré. Tu commences à réatterrir, à retrouver Mmh. la vie sédentaire, tout ça. Tu me disais que tu dormais encore dans ton duvet. Mmh. Qu'est-ce que tu retires profondément pour toi de cette démarche-là? Quel est le fruit de tout ça? Le fruit de tout ça, en fait, il y a d'abord une confirmation qui est, que je me dois maintenant d'encourager les gens à aller marcher, à partir faire des pèlerinages parce que c'est quelque chose qui, je pense, chacun devrait faire dans sa vie, à des moments clés de sa vie, à l'entrée dans le monde professionnel, passage à la retraite et cetera. Mais justement, ce qu'on disait, avant dans l'entretien, mais s'extirper du brouhaha du monde pour en fait recentrer les choses et se réaligner avec, Dieu. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'à Jérusalem. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Jérusalem. On peut faire 3-4 Ouais, jours de pèlerinage, c'est déjà bien. c'est ça. Ouais. Mais, partir sur des pas partir une semaine, idéalement partir 3 semaines, un mois. Parce qu'on a le temps de s'immerger, on a le temps de profiter, on a le temps de commencer à discerner et de prendre du recul. Après, la confirmation aussi que la marche et les pèlerinages, j'ai envie de continuer à en faire. Là, je suis en train de préparer un pèlerinage au Japon sur le chemin des martyrs de Nagasaki. Et en fait, je pense qu'une partie de ma place dans ce monde et qu'une partie de ma vocation, parce que c'était une des questions sous-tendues du pèlerinage, quelle est ma vocation dans ce monde? Où est-ce que Dieu me veut pour que je puisse rayonner, être un ciel pour un sel pour la terre et être justement participer à être, cette lumière sur le lampadaire pour amener les autres au Christ, au moins par l'exemple de vie, c'est d'aller marcher, de faire des pèlerinages, de vivre des aventures. Ok. Et donc de les raconter après, de les mettre en scène. Exactement, de les raconter et en fait d'avoir cette transmission, après ça a toujours été, transversal dans tous mes métiers. J'ai été éducateur, j'ai été prof Ok. de bière et cetera, donc il y a toujours eu ce côté de transmettre, d'emmener les gens quelque part. Ok. Donc ça, ce que tu retires, c'est à la fois une mission, une confirmation de ta vocation, Oui. de ce que tu es et de ta place dans le monde, mais aussi une mission à dire aux gens, écoutez, la démarche de pèlerinage a un sens, Mmh. elle vaut le coup d'être vécue, Tout à fait. et surtout dans les moments critiques ou de grandes décisions qu'il faut Oui, prendre dans sa vie, ce qui arrive tout le temps, oui. il faut marcher. Sur cette deuxième partie, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est pour ça aussi que j'invite Alexis. Mais c'est en fait, pour moi, la démarche pèlerine au long cours solitaire Mmh. est un vrai trésor. Dernière question, cher Alexis. Dis-moi tout, Henri. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve Ouais. mon plus grand rêve, c'est de devenir saint. Oui, alors, ok. Quel est ton plus grand rêve sur Terre? Ton plus grand projet, le plus grand Alors, truc que mon tu as plus envie grand d'accomplir? projet aujourd'hui là, c'est de, au-delà de réussir à structurer cette transmission, c'est le prochain grand périple dans Ouais. lequel je me projette et dans lequel, qui sera une autre manière d'arriver à Jérusalem, Alors, mais quel qui la est-il? dépassera. Quel est-il? C'est de marcher d'Afrique du Sud jusqu'au nord de la Sibérie. En fait, je voulais te poser ces questions parce que j'ai vu le post LinkedIn dans lequel tu Ouais, annonces ce projet-là. ouais, Ça m'a fait rêver. En gros, Alexis veut faire le chemin le plus long du monde qui n'a exactement. jamais été fait. En tout cas de manière contemporaine. Contemporaine, ok. Donc ce grand taré veut partir de la pointe, c'est ça, de la Du pointe de Cap, l'Afrique du Sud, du Cap de l'Afrique du Sud. donc c'est Cap de Bonne-Espérance, je crois, Ouais, c'est ça. et de traverser toute l'Afrique et toute l'Asie pour arriver jusqu'à la Ouais, pointe de la Sibérie. c'est ça, jusqu'à Magadan, qui est en gros au-dessus de Vladivostok. Et idéalement, après, de redescendre jusqu'à Vladivostok pour revenir avec le transsibérien sur Moscou et puis après revenir en France. À quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée? C'est un projet, c'est un projet, une idée qui est tenace que j'ai depuis Compostelle, Ok. où je suis tombé dessus. Alors j'étais tombé dessus avant, mais j'ai commencé vraiment, réellement, sérieusement à l'envisager. Et du coup là, tout est, enfin, je j'essaie de réfléchir justement à comment je vais pouvoir, réaliser ça, parce que ça me paraît être une montagne, Mais ouais, mais insurmontable en c'est termes de combien de préparation, de kilomètres? logistique. C'est combien de kilomètres? Alors j'ai discuté avec Alexandre Poussin, Oui. qui lui a traversé l'Afrique avec sa femme. Il a écrit Africa Trek que je suis en train de lire. Lui estime que c'est une affaire de 30 000 kilomètres. Après la trace Google, parce que ça vient d'un youtubeur qui a estimé la plus longue portion terrestre à marcher, le tracé Google dit 22 682 kilomètres. Donc en réalité, ouais, au moins beaucoup plus. Donc je pense que 30 000 kilomètres, c'est pas Ouais, déconnant. je pense Et qu'on du va coup, acheter. c'est à 20 kilomètres par jour. Juste en termes de marche, c'est
4,2, c'est 4 ans et Et demi, tu quoi. vas partir 4 ans et demi C'est ça, en juste pour faire ça, 2029. en 2029. C'est ton objectif. Ouais, c'est l'objectif, ouais. Waouh! Alexis, je te souhaite bon courage Bah, merci, et hâte de merci. suivre tes aventures parce que là, non mais là, tu nous fais rêver. Bah, ouais Tu et nous puis fais rêver. après, l'idée, c'est d'avoir des entraînements tous les ans, donc c'est pour ça que je pars au OK. Japon, là, en Oui. 2026. OK. Et puis, en fait, l'idée, c'est d'avoir des grands entraînements axés sur des aspects que je rencontrerai sur le chemin le plus long du monde et aussi pour gagner en crédibilité, pour derrière aller chercher des sponsors, parce que c'est bien beau de OK. dire: «En 2029, je vais partir marcher autant», mais en fait, pour l'instant, je suis pas crédible au-delà que j'ai une grosse communauté sur Instagram, mais Ouais. il faut concrétiser OK. les choses et en tout OK. cas, moi, avancer de mon côté et puis que les gens puissent se raccrocher les wagons au fur et à mesure. OK. Et bah, écoute, merci beaucoup Alexis d'être venu, nous Bah, partager ton expérience, de merci de nous m'avoir, inciter reçu. à faire des pèlerinages long cours. Ah Ça ouais, m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi ouais, merci Henri. et puis, bah, bon courage pour la suite de tes projets. Les amis, allez suivre donc Alexis sur son compte Instagram, Un Marchand Lambda. Je crois que tu es aussi sur TikTok. Oui, je suis sur Voilà, TikTok, ouais, tout à fait. et puis tenez-vous au courant de la suite de ses aventures, pour la sortie de ton livre. On attend la sortie de ton livre Ouais. aussi. Et puis, n'hésitez pas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cet entretien, merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo largement autour de vous pour rameuter toujours plus de gens sur la chaîne. Déjà, nous, ça nous aide à nous développer et à inviter toujours plus d'invités intéressants, prestigieux, etc. Alexis est déjà un invité très prestigieux. Merci. Et puis voilà, et puis si vous voulez soutenir le lancement de la chaîne, dans la description, on vous met le lien vers une campagne de financement LOASO. Vous pouvez faire un don déductible de vos impôts, donc c'est défiscalisable. Si vous faites ça, ça m'aide énormément à pouvoir avancer sur des projets d'envergure. J'ai très envie, moi aussi, de partir sur le terrain et de pouvoir vous montrer ce que je vois, ce que je vis au plus près du patrimoine en France et en Europe. Merci les amis pour votre soutien et à très vite.